Au petit matin du 30 avril 1943, un pêcheur espagnol tira son bateau vers le rivage près de Huelva, sur la côte andalouse. La mer venait de rejeter un corps. L'homme portait un uniforme britannique, celui d'un officier des Royal Marines. Sa main crispée tenait encore une sacoche de cuir noir solidement attachée à son poignet. À première vue, il n'y avait rien d'inhabituel. Un autre aviateur victime de la guerre, pensèrent certains. Pourtant, ce cadavre allait devenir l'une des armes les plus décisives de la Seconde Guerre mondiale. À Londres, ce corps avait été préparé avec un soin presque obsessionnel. Il n'était pas un officier tombé en mission. Il n'avait jamais respiré l'air salé de la Méditerranée de son vivant. Il s'appelait William Martin, major des Royal Marines. Du moins, sur le papier. En réalité, William Martin n'existait pas. Son identité était une fiction minutieusement construite par les services de renseignement britanniques, dans une guerre où l'information comptait autant que les divisions blindées. L'année 1943 était un tournant. Les Alliés venaient de remporter une victoire cruciale en Afrique du Nord. La question n'était plus de savoir s'ils allaient frapper l'Europe, mais où? L'île de Sicile, clé de la Méditerranée, était la cible réelle. Mais si Hitler comprenait cela, les pertes alliées seraient terribles. Les plages seraient fortifiées, les réserves allemandes positionnées à l'avance. Il fallait détourner le regard de Berlin. Il fallait mentir, et mentir si bien que l'ennemi réclamerait lui-même le mensonge. Au sein du renseignement naval britannique, deux hommes donnèrent forme à une idée aussi simple que macabre. Le lieutenant-commandant Ewen Montagu et le commandant Charles Cholmondeley savaient que l'Abwehr allemande faisait confiance au réseau d'espionnage en Espagne, pays officiellement neutre mais rempli d'agents du Reich. Si un document crédible arrivait entre leurs mains, ils le transmettraient presque certainement à Berlin. Le problème n'était pas d'écrire de faux plans. Le problème était de les faire croire. C'est là que naquit l'opération Mincemeat. L'idée était brutale et élégante. Utiliser un cadavre, lui créer une vie, une carrière, des relations, puis le laisser dériver jusqu'aux mains ennemies, porteur de documents secrets indiquant une invasion alliée imminente en Grèce et en Sardaigne, et non en Sicile. Pour que le mensonge fonctionne, chaque détail devait résister à l'examen le plus froid. Le corps fut trouvé à Londres, celui d'un homme mort récemment, sans famille connue, décédé d'une intoxication. Son nom véritable disparut dans les archives. Il devint le major William Martin. On lui donna une histoire personnelle. Dans ses poches, des objets soigneusement choisis racontaient une vie ordinaire. Des tickets de théâtre usés, une facture impayée, une lettre d'un père sévère. Et surtout, une photo d'une jeune femme souriante, nommée Pam, accompagnée de mots tendres et impatients. Elle n'existait pas davantage que William Martin, mais son visage rendait le mensonge humain. Les documents secrets, glissés dans la sacoche, étaient rédigés avec une précision calculée. Ils évoquaient des discussions entre hauts responsables alliés, mentionnaient des noms réels des unités existantes et laissaient entendre que la Sicile n'était qu'une diversion. La véritable attaque, affirmait-il, viserait la Grèce. Tout était conçu pour flatter les attentes allemandes. Hitler croyait déjà que les Balkans étaient un objectif stratégique majeur. Le mensonge confirmait ce qu'il voulait entendre. Dans la nuit du 19 avril 1943, le sous-marin britannique HMS Seraph quitta l'Écosse avec sa cargaison inhabituelle. À bord, l'équipage savait qu'il transportait un mât, mais peu connaissaient la véritable nature de la mission. Le corps, conservé dans la glace carbonique, fut traité avec le respect dû à un officier tombé au combat.
Au large de l'Espagne, dans l'obscurité silencieuse, le cadavre fut libéré dans la mer. Une courte prière fut prononcée, puis le courant fit le reste. Lorsque les autorités espagnoles récupérèrent le corps, la mécanique de l'espionnage se mit en marche. Officiellement, l'Espagne restitua les documents aux Britanniques, comme l'exigeait la neutralité. Officieusement, les papiers furent ouverts, photographiés, copiés. Les agents allemands présents à Madrid et à Huelva transmirent le contenu à Berlin avec un sentiment d'urgence. Pour eux, la prise était exceptionnelle. Des documents authentiques, trouvés sur un officier mort, sans signe évident de mise en scène. À Londres, Montagu et son équipe attendaient, rongés par le doute. Le silence était insupportable. Le cadavre avait-il été découvert trop rapidement, éveillant des soupçons? Les documents avaient-ils été ignorés? Ou pire, reconnus comme un piège? Chaque jour sans nouvelles était une épreuve. Puis un détail apparemment insignifiant changea tout. Lorsque la sacoche fut rendue par les Espagnols, les Britanniques constatèrent que les papiers avaient été remis dans un ordre légèrement différent. Les traces d'une manipulation étaient subtiles, mais indéniables. Peu après, les interceptions de communications allemandes confirmèrent l'impensable. Hitler avait été convaincu. Les forces allemandes commencèrent à renforcer la Grèce et la Sardaigne. Des divisions furent déplacées. Des ressources précieuses, déjà limitées, furent détournées loin de la Sicile. Le mensonge avait franchi la mer et s'était enraciné dans l'esprit du Führer. Le 10 juillet 1943, lorsque les troupes alliées débarquèrent en Sicile, elles rencontrèrent une résistance bien moindre que prévu. La campagne fut rude, sanglante, mais elle ne fut pas le massacre redouté. L'opération Mincemeat n'avait pas gagné la bataille à elle seule, mais elle avait sauvé des milliers de vies. Un corps sans nom avait pesé plus lourd que des bombardements massifs. Dans les semaines qui suivirent, Montagu observa les rapports avec une satisfaction teintée d'inquiétude. Il savait que ce succès ne devait rien au hasard. Il reposait sur une compréhension profonde de l'ennemi, de ses peurs, de ses certitudes, de son arrogance. Tromper Hitler ne signifiait pas seulement lui mentir. Cela signifiait lui donner une histoire dans laquelle il avait envie de croire. Mais Mincemeat n'était qu'un prélude. Si un seul cadavre avait pu déplacer des armées entières, que pourrait accomplir un réseau d'ombres, de faux agents et d'armées imaginaires? En 1943, Londres venait de prouver que la tromperie pouvait devenir une stratégie à part entière. Et déjà, dans les bureaux enfumés du renseignement britannique, une illusion encore plus vaste prenait forme, prête à préparer le plus grand mensonge de la guerre. À l'automne 1943, alors que les bombardiers alliés martelaient les villes allemandes et que le front de l'Est engloutissait des armées entières, l'un des espions les plus précieux du Reich ne se trouvait ni à Londres ni à Berlin, mais dans un petit appartement discret de la capitale britannique. Pour les services aériens allemands, il s'appelait Alaric. Pour les Britanniques, il était connu sous le nom de Garbo. Son vrai nom était Juan Pujol Garcia, et il était devenu l'homme en qui Berlin avait placé une confiance presque aveugle. Pujol n'était pas un officier de carrière, ni un agent formé dans une école d'élite. C'était un civil espagnol, marqué par la guerre civile et profondément opposé au totalitarisme. Dès 1941, il avait proposé ses services aux Britanniques, qu'il avait d'abord ignorés. Alors seul, il avait entrepris l'impossible. Il s'était approché des services allemands à Madrid, leur offrant ses talents d'espion pro-allié infiltré en Grande-Bretagne. L'Abwehr avait accepté, sans savoir qu'il n'avait jamais mis les pieds au Royaume-Uni.
Depuis Lisbonne, puis Madrid, Pujol avait commencé à transmettre à Berlin des rapports entièrement fictifs. Il inventait des bases militaires, des mouvements de troupes, des discussions de café. Ces messages étaient remplis de détails anodins, d'erreurs mineures et de délais calculés, exactement comme de vrais renseignements imparfaits. L'Allemagne y crut. Lorsqu'il arriva enfin à Londres en 1942, les Britanniques comprirent qu'il tenait une arme d'une valeur inestimable. Ils le recrutèrent officiellement et lui donnèrent le nom de Code Garbeau, en hommage à l'actrice capable de jouer n'importe quel rôle avec un naturel absolu. En 1943, Garbeau n'était plus un simple agent double. Il était devenu le centre d'un réseau d'espionnage qui n'existait pas. 27 sous-agents fictifs, chacun doté d'une personnalité, d'une localisation et d'un tempérament distinct. Un employé de port à Glasgow, un officier gallois désabusé, un étudiant idéaliste. Garbeau écrivait leurs rapports comme un romancier écrit ses personnages, avec une cohérence et une patience extraordinaires. Pour Berlin, ce réseau offrait une fenêtre inégalée sur la Grande-Bretagne. Les messages étaient transmis avec un rythme soigneusement contrôlé. Certaines informations étaient volontairement exactes, mais toujours livrées trop tard pour être utiles. D'autres étaient légèrement déformées, renforçant l'impression d'authenticité. Lors des bombardements allemands sur Londres, Garbeau envoya des avertissements après coup, expliquant avec tristesse qu'il n'avait pas réussi à prévenir à temps. À Berlin, ces retards étaient interprétés comme la preuve de sa loyauté. Il semblait risquer sa vie pour le Reich. Lorsque l'opération Mincemeat trompa l'état-major allemand au printemps 1943, Garbeau joua son rôle en silence. Il confirma subtilement les fausses priorités stratégiques de Berlin, renforçant l'idée que la Méditerranée orientale était l'objectif principal des Alliés. Chaque message s'inscrivait dans une narration globale, un récit dans lequel l'Allemagne croyait conserver l'initiative. À Londres, le MI5 surveillait chaque mot envoyé par Garbeau. Rien n'était laissé au hasard. Ces messages étaient débattus, réécrits, chronométrés. Le moindre détail devait correspondre à la réalité apparente. Garbeau lui-même était-il un acteur discipliné, mais aussi un homme sous pression constante. Il savait que la moindre incohérence pouvait provoquer des vérifications fatales. Il vivait dans une peur silencieuse, dissimulée derrière l'excitation de sa réussite. À mesure que 1944 approchait, l'enjeu changea d'échelle. Les Alliés préparaient l'invasion de l'Europe occidentale. Cette fois, il ne s'agissait plus de détourner l'attention, mais de contrôler entièrement la perception allemande. Garbeau devint l'un des piliers du plan Fortitude, chargé de convaincre Berlin que le débarquement principal aurait lieu dans le pas de Calais, et non en Normandie. Les messages de Garbeau décrivaient une armée massive concentrée dans le sud-est de l'Angleterre. Il parlait de soldats américains impatients, de pénurie de logements, de rumeurs dans les pubs. Il évoquait le général George Patton comme le chef naturel de cette force, sachant que les Allemands le considéraient comme le commandant allié le plus dangereux. Tout était conçu pour rendre cette armée fictive plus crédible que la véritable. Le 6 juin 1944, alors que les premières vagues alliées atteignaient les plages de Normandie, Garbeau transmit l'un des messages les plus décisifs de toute la guerre secrète. Il informa Berlin que le débarquement observé n'était qu'une diversion, une opération destinée à masquer l'attaque principale à venir dans le pas de Calais. Il exprima même une frustration feinte de ne pas avoir été écouté plus tôt. Le message arriva trop tard pour empêcher le jour J, mais suffisamment tôt pour influencer les décisions allemandes.
À Berlin, Hitler et le haut commandement hésitèrent. Les réserves blindées, cruciales pour une contre-attaque immédiate, restèrent en attente. Pendant des semaines, les divisions allemandes stationnées dans le pas de Calais ne bougèrent pas. Elles attendaient une invasion qui n'arriverait jamais. Garbeau, par ces mots, avait figé des armées entières. Ironie cruelle de l'histoire, l'Allemagne récompensa Garbeau pour ses services. Il reçut la croix de fer décernée à un homme qui travaillait, en réalité, pour la destruction du Reich. Les Britanniques, de leur côté, lui attribuèrent plus tard l'ordre de l'Empire britannique. Peu d'hommes purent se vanter d'avoir été décorés par les deux camps d'une guerre mondiale. Après la libération de la France, Garbeau continua à envoyer des messages pendant un temps, maintenant l'illusion d'un réseau toujours actif. Puis, progressivement, il disparut dans l'ombre. Son rôle avait été accompli. Il n'était ni un soldat, ni un général, mais son influence avait dépassé celle de nombreux chefs militaires. Ce que Garbeau avait offert aux Alliés allait bien au-delà de simples informations. Il avait donné forme à une réalité alternative, un monde fictif si convaincant que l'ennemi avait agi comme s'il était réel. En 1943 et 1944, alors que des millions d'hommes s'affrontaient sur les champs de bataille, un Espagnol discret, armé de mots et de patience, avait prouvé qu'une guerre pouvait aussi se gagner par l'imagination. Et pourtant, même ce mensonge parfait n'était qu'un élément d'un plan encore plus vaste. Car pour que la tromperie survive au choc du débarquement, il fallait lui donner un décor visible, tangible, une armée que les avions allemands pourraient observer sans jamais la trouver. Cette armée fantôme existait déjà, prête à jouer son rôle dans le plus grand théâtre d'illusion de la guerre. Au printemps 1944, le sud-est de l'Angleterre ressemblait à un immense camp militaire. Des convois sillonnaient les routes, des tentes apparaissaient dans les champs. Des signaux radio remplissaient l'air. Pour les observateurs allemands, tout indiquait une évidence stratégique. La plus grande armée alliée jamais rassemblée se préparait à frapper le point le plus proche du continent européen. Le pas de Calais. Pourtant, cette armée n'existait pas. Son nom officiel était le First United States Army Group. À sa tête, selon les renseignements allemands, se trouvait le général George Patton. Pour Berlin, Patton incarnait l'agressivité américaine, la vitesse, la brutalité mécanique. S'il devait y avoir un coup décisif, il viendrait de lui. Cette conviction devint le pilier psychologique de l'opération Fortitude, la plus vaste entreprise de tromperie militaire de toute la guerre. Fortitude ne reposait pas sur un seul mensonge, mais sur une accumulation méthodique de signes visibles. Des chars gonflables furent déployés dans les campagnes du Kent. Des avions factices CI-6 alignés sur de faux aérodromes. Des péniches de débarquement en contreplaqué installées le long de la côte. Depuis le ciel, à travers les caméras de reconnaissance allemandes, l'illusion semblait parfaite. Les Alliés construisaient une armée sous les yeux même de l'ennemi. Mais les images ne suffisaient pas. Une armée devait parler. Elle devait transmettre des ordres, coordonner ses unités, commettre des erreurs. Les Britanniques mirent donc en place un trafic radio massif, simulant les communications d'un groupe d'armées complet. Des opérateurs expérimentés reproduisaient les habitudes de véritables unités. Certains transmettaient trop vite, d'autres faisaient des pauses. Les Allemands, experts en interception, reconnaissaient ces signatures humaines. Pour eux, il ne faisait aucun doute que le First United States Army Group était réel. Pendant ce temps, les véritables forces, destinées à la Normandie, restaient dans une discrétion presque totale. Les camps étaient dissimulés. Les communications réduites au minimum.
Les soldats eux-mêmes ignoraient souvent leur destination finale. Plus le silence régnait autour de la Normandie, plus le bruit artificiel du pas de Calais semblait crédible. À Berlin, cette mise en scène s'inscrivait parfaitement dans la logique d'Hitler. Le pas de Calais était le point le plus étroit entre la Grande-Bretagne et la France occupée. C'était là qu'il avait ordonné la construction des défenses les plus denses du mur de l'Atlantique. L'idée que les Alliés choisiraient une route plus longue et plus risquée semblait absurde à ses yeux. Fortitude ne créait pas une croyance nouvelle. Il renforçait une certitude déjà ancrée. Le rôle des agents doubles fut crucial dans cette phase finale. Garbeau et d'autres informateurs, contrôlés par le MI5, alimentaient Berlin en détails cohérents. Ils parlaient de tensions entre unités, de retards logistiques, d'exercices nocturnes de grande ampleur. Chaque message confirmait ce que les photographies aériennes suggéraient déjà. Une invasion massive se préparait face au pas de Calais. À mesure que le mois de mai avançait, les Allemands observaient avec une attention fébrile. Ils savaient que l'attaque était imminente. Mais ils attendaient le signal définitif. Le ciel restait couvert, la mer agitée. Les jours passaient. Cette attente soigneusement entretenue paralysait le commandement allemand. Les réserves blindées, notamment les divisions les plus mobiles, furent maintenues en arrière, prêtes à intervenir là où le véritable coup tomberait. C'est précisément ce que les Alliés espéraient. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les conditions météorologiques en Normandie semblèrent brièvement favorables. Les Alliés saisirent cette fenêtre étroite. Lorsque les premiers parachutistes furent largués et que les péniches quittèrent les côtes anglaises, Fortitude entra dans sa phase la plus critique. Le mensonge allait être confronté à la réalité. Au petit matin du 6 juin, les rapports affluèrent à Berlin. Un débarquement était en cours en Normandie. Les premières réactions furent prudentes. Beaucoup y virent une diversion, un test, une manœuvre destinée à attirer les forces allemandes loin du pas de Calais. Hitler, fidèle à sa conviction, refusa de libérer immédiatement les réserves stratégiques. Il voulait être certain. Il attendait l'assaut principal. Pendant ce temps, les messages de Garbeau continuaient d'arriver. Il confirmait que le débarquement observé n'était pas celui qu'il avait annoncé depuis des mois. Il insistait sur le fait que le véritable coup devait encore venir. Cette confirmation, venue de l'intérieur du réseau allemand, pesa lourd. Le piège se refermait. Pendant plusieurs jours cruciaux, les divisions stationnées dans le pas de Calais restèrent immobiles. Des unités d'élite, capables de repousser une tête de pont fragile, attendirent un ordre qui ne vint pas. En Normandie, chaque heure gagnée par les Alliés se traduisait par davantage de troupes débarquées, davantage de matériel, davantage de routes sécurisées. Le retard allemand coûta cher, mais à ce moment précis, personne à Berlin n'en mesurait encore l'ampleur. Fortitude ne fut pas une tromperie ponctuelle. Elle continua après le jour J. Les faux camps restèrent actifs. Les transmissions radio se poursuivirent. Les chars gonflables ne furent pas déplacés. Tout était fait pour maintenir l'illusion d'une seconde invasion imminente. Ce n'est qu'à la fin de l'été 1944, lorsque la percée alliée fut irréversible, que l'état-major allemand accepta l'évidence. Il n'y aurait pas d'autre débarquement. Lorsque l'histoire fut écrite, Fortitude apparut comme un chef-d'œuvre de coordination entre renseignement, psychologie et la mise en scène militaire. Une armée entière, faite de toiles, de bois et de signaux radio, avait tenu en échec de véritables divisions allemandes. Le pas de Calais, saturé de défense, n'avait jamais été attaqué. Mais le plus cruel pour le commandement allemand n'était pas seulement d'avoir été trompé.
c'était d'avoir pris de mauvaises décisions après avoir reçu des informations exactes sur le débarquement en Normandie. Fortitude avait créé un doute si profond que même la vérité, lorsqu'elle arriva, ne fut pas immédiatement crue. Et tandis que les combats faisaient rage dans les haies normandes, une dernière question hantait encore Berlin. Si le pas de Calais n'avait pas été attaqué, alors jusqu'où les Alliés avaient-ils encore poussé le mensonge? La réponse, lourde de conséquences, allait se révéler dans les semaines suivantes, lorsque Hitler s'accrocherait au piège qu'il avait lui-même refusé de lâcher. Le 7 juin 1944, au lendemain du débarquement en Normandie, l'état-major allemand se trouvait face à une réalité troublante. Des dizaines de milliers de soldats alliés avaient franchi les plages. Des ports artificiels commençaient à prendre forme. Et pourtant, à Berlin, une conviction persistait. Le véritable coup n'avait pas encore été porté. Pour Hitler, la Normandie n'était qu'un prélude. Le pas de Calais restait la clé. Depuis des mois, Fortitude avait façonné cette certitude. Les rapports d'agents jugés fiables, les photographies aériennes, les interceptions radio, tout convergeait vers une même conclusion. Une force alliée massive attendait toujours en Angleterre, prête à traverser le détroit au point le plus étroit. Le débarquement du 6 juin semblait confirmer ce schéma. Une opération de diversion destinée à fixer les forces allemandes pendant que l'assaut décisif se préparait ailleurs. Hitler ordonna donc la prudence. Les divisions blindées les plus puissantes, stationnées dans le pas de Calais, reçurent l'ordre de rester sur place. Elles constituaient la réserve stratégique du Reich à l'ouest. Les engager trop tôt, au mauvais endroit, risquait de laisser la route ouverte à une percée fatale. Cette décision, prise dans l'incertitude, allait peser lourdement sur le cours de l'été 1944. Sur le terrain, les commandants allemands en Normandie comprenaient l'urgence. Les têtes de pont alliées n'étaient pas encore consolidées. Les routes étaient encombrées. Les plages restaient vulnérables. Chaque jour sans contre-l'attaque massive permettait aux Alliés de renforcer leur position. Des demandes pressantes furent envoyées vers Berlin. Elles se heurtèrent à l'attente imposée par le sommet du pouvoir. Pendant ce temps, la machine de tromperie continuait de fonctionner. Les camps fictifs du sud-est de l'Angleterre restaient actifs. Les transmissions radio simulées se poursuivaient. Les agents doubles, sous le contrôle du MI5, confirmaient que le First United States Army Group n'avait pas encore bougé. Garbeau, toujours considéré comme l'un des informateurs les plus fiables de Berlin, insistait sur l'imminence d'une attaque dans le pas de Calais. Ces messages étaient reçus avec une attention extrême. Les jours devinrent des semaines. Le 15 juin, puis le 20 juin, puis encore au début de juillet, Hitler maintint l'essentiel de ses réserves au nord. Même lorsque la bataille de Normandie s'intensifia et que les pertes allemandes augmentèrent, la crainte d'un second débarquement paralysa la prise de décision. Le mensonge avait survécu au choc de la réalité. Dans les airs, la supériorité alliée aggrava la situation. Les bombardements détruisirent les voies ferrées, les ponts, les dépôts de carburant. Les mouvements de troupes allemandes devinrent lents et dangereux. Chaque tentative de redéploiement était visible et coûteuse. Plus le temps passait, plus la réserve conservée dans le pas de Calais perdait sa valeur opérationnelle. En Normandie, les Alliés payèrent le prix du terrain. Les combats dans le bocage étaient brutaux, épuisants. Les progrès étaient lents, mais ils étaient constants. Chaque village pris, chaque route sécurisée, renforçait la tête de pont. Les ports artificiels de Mulberry fonctionnaient malgré les tempêtes. Le flux de troupes et de matériel ne cessait de croître. Le moment où une contre-attaque allemande aurait pu briser l'invasion s'éloignait inexorablement.
À Berlin, le doute commença à s'installer, mais trop tard. Certains officiers pressentaient que le pas de Calais ne serait jamais attaqué. D'autres craignaient encore un piège. Hitler, fidèle à sa vision, refusait de céder. Il avait été trompé avec succès par Mincemeat, par Garbeau, par Fortitude. Mais il n'en avait jamais pleinement conscience. À ses yeux, il agissait avec prudence stratégique, non sous l'effet d'une illusion. Ce n'est qu'à la fin de juillet 1944 que la réalité s'imposa. L'opération Cobra, lancée par les forces américaines, brisa le front allemand en Normandie. Les lignes cédèrent. Les unités allemandes commencèrent à battre en retraite. Les réserves longtemps immobilisées furent enfin déplacées, mais dans des conditions désastreuses. Elles arrivèrent trop tard, fragmentées, affaiblies par les attaques aériennes. La poche de falaise, en août, marqua l'effondrement définitif. Des dizaines de milliers de soldats allemands furent encerclés ou détruits. Les divisions conservées dans le pas de Calais n'avaient jamais pu jouer le rôle décisif pour lequel elles avaient été préservées. Le mensonge, entretenu jusqu'au bout, avait vidé la stratégie allemande de sa substance. Après la libération de Paris, la vérité devint impossible à nier. Il n'y avait pas eu de second débarquement. Le First United States Army Group n'était qu'une illusion. Une armée de toile, de bois et de signaux radio avait retenu de véritables forces de combat au moment le plus critique. Hitler avait attendu un ennemi imaginaire pendant que le véritable avançait inexorablement. Avec le recul, l'été 1944 apparaît comme l'apogée de la guerre de l'ombre, menée par les Alliés. Jamais la tromperie n'avait eu un impact aussi direct sur le champ de bataille. Ce ne furent pas seulement les bombes et les chars qui décidèrent du sort de l'Europe occidentale, mais aussi la capacité à façonner la perception de l'ennemi. Lorsque les historiens analysèrent ces mois décisifs, une conclusion s'imposa. Hitler n'avait pas perdu parce qu'il manquait d'informations. Il avait perdu parce qu'il croyait trop fermement à celles qu'on lui avait soigneusement fournies. En s'accrochant aux mensonges, il avait condamné ses propres réserves, offert aux Alliés le temps dont ils avaient besoin, et scellé le destin du front de l'Ouest. Ainsi s'acheva l'une des plus grandes tromperies de la Seconde Guerre mondiale. Une victoire silencieuse, sans parade ni médaille visible, mais dont les conséquences furent immenses. De 1943 à 1944, tromper Hitler avait été une arme aussi puissante que n'importe quelle armée.